Bonjour tout le monde et bienvenue à une balado-diffusion du Bulletin GP. Mon nom est Abdoussal et je vous accueille à ce nouvel épisode du Bulletin GP. Je crois qu'on est rendu à l'épisode 184. Oh boy, ça fait... Je t'ai pas rouillé. Anyway. Cette semaine, on va parler de la nouvelle qui a été finalement confirmée lundi. C'est l'arrivée... Bon, on pourrait dire officiel, mais il reste encore plusieurs points à dire. L'arrivée de General Motors en Formule 1 dès 2026 comme 11e équipe. Donc, c'était en fait lundi après-midi. Donc, un communiqué de la Formule 1 qui confirme une entente de principe entre la FOM/Liberty Media, donc les détenteurs des droits commerciaux de la Formule 1, et General Motors afin d'avoir justement cette 11e équipe dès 2026. Et le nom devrait être Cadillac F1 Team sous la gouverne de TWG Global, a.k.a. les propriétaires d'Andretti Global, un business motorsport dirigé par Dan Torres et Mark Walter. En principe, côté motorisation, ça reste à confirmer, mais il se pourrait que ce soit des moteurs Ferrari. Et en plus, Cadillac/GM deviendra la première équipe entièrement nouvelle à se joindre à la Formule 1 depuis Haas en 2016. On connaît même un directeur/ambassadeur en Mario Andretti avec en fait des opérations qui vont être en Indiana à Fishers, en Caroline du Nord à Charlotte, à Warren au Michigan et dans une nouvelle usine à Silverstone, pas loin des installations de Aston Martin. Et je vais vous donner ici une citation de Dan Torres qui dit que en fait, lui et TWG Global General Motors et TWG Global, sont excités de s'être associés afin d'amener une présence dynamique en Formule 1. Ensemble, on bâtira une équipe de classe mondiale qui représentera l'innovation américaine et qui pourra offrir des moments inoubliables aux fans de course partout dans le monde. On apprécie les efforts et le soutien de la FIA et de la Formula One Management dans le fait qu'on puisse amener de la valeur dans ce championnat. Et je le rappelle, TWG Global, c'est le propriétaire de Andretti Global qui a plusieurs opérations en course automobile, donc IndyCar, Extreme E, Supercars en Australie, Wayne Taylor Racing en IMSA et Spire Motorsport en NASCAR. Alors, Anna Maria, Marc-André, je voudrais avoir vos réactions face à cette nouvelle en fait, finalement, l'arrivée confirmée de General Motors, qui d'ailleurs, en 2028 ou 2029, va avoir un moteur proprement dit en Formule 1. Je vais commencer avec Anna. Tiens, Marc-André a son micro ouvert, donc tu peux y aller, Marc-André, la parole est à toi. Ben, c'est une excellente nouvelle. On en parlait lorsque le projet Andretti a été refusé en janvier dernier par les membres des directions de la Formule 1. C'était une nouvelle qui en avait attristé plusieurs parce que l'arrivée d'une nouvelle écurie vient vraiment enlever beaucoup de pression sur le nombre de pilotes qui peuvent avoir un poste. Quand tu regardes, il y avait vraiment une énorme... il y avait plus de place en Formule 1 et ça prenait une nouvelle équipe pour enlever justement cette pression et offrir une certaine chance à des jeunes pilotes de se faire une place. Maintenant, on s'entend que si GM et Cadillac arrivent en Formule 1, ce n'est pas pour être probablement en dernière file, en dernière ligne. Donc, j'ai hâte de voir un petit peu quel est l'impact que ça va pouvoir avoir sur les pilotes en général. Mais si je me base sur ma première opinion, c'est une très, très bonne nouvelle d'accueillir deux nouveaux pilotes.
Ça va permettre à la grille d'être à 22. Euh, L'argent va couler à flot en Formule 1 avec l'arrivée de GM et Cadillac, deux marques américaines extrêmement respectées par les Américains. Tu sais, on parlait du projet Haas à l'époque et on se disait c'est positif pour la popularité de la Formule 1 au pays, en Amérique et tout ça. Je pense que l'arrivée de deux marques crédibles comme ça, bien que ce soit pas les marques les plus sexy et les plus jeunes, je pense quand même que ça va attirer l'attention et ça va permettre une débouchée pour plusieurs. Merci Marc-André. Anna-Maria, la parole est à toi. Yo tuve en premier la nouvelle très intéressante, surpris, oui puis non. Ce qui m'a plus surpris, c'est que l'annonce s'est faite juste après les Grand Prix de Vegas. Donc, l'année passée, il y avait déjà eu un accord entre Cadillac, GM et F1. Donc, après, il était comme allé en arrière parce que c'était question d'Andretti. Donc, ça m'a pris un peu pour surprise que l'on fait changer d'idée. Tout le monde y a changé d'idée. Il y a une nouvelle équipe. Une nouvelle équipe, c'est positif. On n'a plus de pilotes dans la grille. C'est positif aussi parce que c'était une nouvelle marque américaine. Donc, maintenant, il y en a Haas comme équipe. Il y a Ford qui s'en vient avec Red Bull. Il y a Cadillac GM. Donc, c'est positif globalement pour la Formule 1 qu'avant, aux États, était pas très populaire à cause de qu'il y a déjà des séries de courses très populaires comme, disons, la NASCAR. Et maintenant, ça devient plus populaire. On a 3 Grands Prix et c'est bien pour nous, c'est bien pour ce côté des clubs. Ça devient plus populaire. Euh, au contraire de Marc-André, c'est plus pour la popularité de la Formule 1. Parce que côté pilote, les équipes, si on voulait de plus de places et de nouveaux, on a juste à changer de vieux pilotes qui sont déjà dans la grille. Et des fois, quand il arrive une nouvelle équipe, qu'est-ce qu'il fait en premier? Il va chercher un pilote vétéran et c'est pas vraiment automatiquement une place pour une jeune, comme l'a fait déjà Audi avec Hülkenberg. Oui, donc c'est très intéressant en fait. Et j'ai envie d'ajouter, parce que il a été souvent question en fait, le prix d'entrée pour avoir cette nouvelle écurie. Selon la BBC, il va avoir un frais anti-dilution de 450 millions de dollars qui va être partagé entre les 10 équipes. Donc, pour la perte en fait, du prize money, qui est souvent donné à la fin de l'année. Et maintenant, ça va être, à partir de 2026 et tout ça, ça va être divisé en 11. Enfin, ça reste à voir, mais je pense, j'ai envie de voir si ça va être le même type de partage des revenus avec l'accord Concorde qui va entrer en vigueur dès 2026. Mais bon, c'est vrai que, et comme tu l'as dit, Anna-Maria, c'est plus, en fait, c'est plus une révision de l'entrée Andretti Cadillac qui avait été soumise en début d'année 2023. Et aussi, quelque chose qu'on va en parler, ben, c'est l'absence du nom Andretti dans les communiqués de presse, autant dans les propos des membres de Cadillac et de TWG Global, autant et surtout de la Formule 1, parce que il y a du bif, on en reparlera après. Mais moi, personnellement,
Ben, c'est une bonne nouvelle d'avoir une nouvelle équipe fraîchement arrivée. Et finalement content de voir General Motors en Formule 1. Jamais j'aurais pensé voir une marque de General Motors en Formule 1, à part le fait que Pontiac avait été, je pense, sponsor du Grand Prix du Canada fin des années 90. Mais là, de voir une marque General Motors propriétaire d'une équipe de Formule 1, c'est une bonne nouvelle en soi. Oui, il va avoir de la place pour commencer en 2026, un nouveau pilote, un jeune, parce que on ne va pas rentrer dans les détails de qui va conduire. On est loin de là, mais peut-être ça pourrait être ça. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais je sais pas pourquoi. Je suis content, mais en même temps, ça me fait pas tant d'effet parce que oui, ça va amener une certaine nouveauté, mais tu sais, on s'entend, ça va pas être. Bah, je veux pas, je veux pas être un peu cassé de party, mais je serais énormément surpris de voir Cadillac être compétitive dès la première année. Je sais que ça va être en 2026 avec avec cette nouvelle révolution en Formule 1 avec la nouvelle conception de voitures, les nouveaux moteurs. Mais en même temps, je comprends que l'entrée en tant que telle, l'entité semble déjà prête avec les passés d'Andretti, mais ils vont penser à long terme. Donc, pour ça, moi, je suis content, mais that's it. Je m'attends pas à des miracles comme ça avait été dit par le Michael lui-même. C'est juste ça que je veux dire en principe. Donc, j'ai pas, je suis content, mais pas plus que ça. Et puis même, et la rumeur a commencé même dès le Grand Prix pendant le week-end du Grand Prix de Vegas, mais je ne pensais pas qu'on allait avoir la confirmation de manière imminente. D'autant plus aussi que sur le site de Andretti Global, il y a des offres d'emploi pour travailler comme ingénieur de course dans les usines de Silverstone. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. Mais oui, vas-y, Anna Maria, tu vas ajouter quelque chose? J'avais ajouté quelque chose que peut-être il n'y a pas beaucoup de contenu, mais ça m'a fait rire parce que j'ai vu les mimos que c'était un cheval de Troie. Donc, on dit GM Cadillac, mais en fait, c'est Andretti qui est caché Ben dans le oui, cheval. oui, ben ça ressemble un peu à ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est plus, comme je disais, c'est plus une révision de l'entrée qu'Andretti avait faite, qui a été rejetée en début d'année, et qui a d'ailleurs été le premier podcast d'urgence, by the way, de l'histoire. Mais justement, je veux vous entendre sur l'absence du nom Andretti, parce que plus, et je vous l'ai dit aussi en conversation privée, pour reprendre une des belles paroles de la chanson Anti-Hero de Taylor Swift, je pense que Michael Andretti, c'était plus It's me, hi, I'm the problem, it's me. Vous ne pensez pas? Oui, quelque chose comme ça. On va rien dire. On aura la surprise à 2026. Donc, et toi, Marc-André, est-ce que ça confirme, selon toi, que Michael Andretti était bel et bien le problème dans toute cette histoire de cette entrée Andretti / Cadillac / General Motors? Ben, je pense que certains dans leur communication par le passé n'ont pas caché
que Andretti subtilement pouvait être un problème. Est-ce que c'est ce qui explique le refus il y a quelques mois? Peut-être. Maintenant, est-ce qu'on peut... On n'a pas tous les détails, puis on n'a pas accès aux documents qui ont été présentés, mais est-ce qu'il y avait des failles dans le dépôt du premier projet, puis en quelques mois, ces failles ont été réglées et que le document ou la procédure a été mieux fait maintenant? Je ne sais pas, mais oui, peut-être qu'Andretti pouvait être un certain problème là, dans la candidature de GM Cadillac. Je pense que les équipes où on accepté, je pense que peut-être GM Cadillac, ils ont fait quelque chose à cette équipe. Parce que d'un jour à l'autre, la question c'était les équipes voulaient pas une ancienne équipe. La FIA, oui, et la Formule 1, oui, mais les équipes n'ont pas accepté. Donc maintenant, ils ont accepté. Si on a accepté, après que ils sont allés au tribunal, ils sont allés jusqu'à la chambre aux États-Unis pour se battre, pour avoir une équipe. Et du jour à lendemain, ils ont sorti ça. On a une ancienne équipe, tout le monde a accepté. Je dis, oh, il y a quelque chose. Parce que c'était trop facile. Après se battre pendant presque 12 années. Bah non, tout le monde est content. Voilà, on est là. Ça me semble que la négociation sûrement était à favor des équipes dans quelque forme pour qu'il y ait. Juste avant de donner mon point de vue sur Michael Andretti, je vais vous lire un tweet que justement le principal intéressé avait écrit. Donc, et je cite en traduction libre, le Cadillac F1 Team est bâti d'un fort groupe de personnes qui ont travaillé sans arrêt pour construire une équipe entièrement américaine. Je suis très fier de ce dur travail qu'ils ont pu réaliser et je les félicite pour la prochaine étape. Je vais vous supporter. Autre chose aussi, parce que on dit oui, il n'y a pas de nom d'Andretti. Le seul qui est mentionné, c'est évidemment le légendaire Mario, qui va agir à titre de directeur non exécutif. Il va avoir un rôle non exécutif dans l'équipe, un genre de rôle d'ambassadeur chez Cadillac. Donc, c'est le seul nom explicite Andretti qu'on peut retrouver dans les formes de communication via les médias. C'est l'implication de Mario, le champion du monde 1978. Une une légende plus grande que nature de la course automobile. Donc, c'est le seul nom Andretti qu'on peut entendre. Et aussi préciser que Michael a dû démissionner de son poste de PDG d'Andretti Global parce que justement, et quand j'ai dit que Michael était le problème, c'est plus parce que c'est plus la manière de faire. Je pense qu'il a été il a été super agressif dans sa manière de négocier avec la Formule 1 qui a fait en sorte que finalement la demande a été rejetée. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait l'épisode d'urgence, on avait évoqué le point que Andretti, le nom Andretti, oui, c'est synonyme de succès en course automobile, mais ça allait plus apporter de la valeur pour eux que pour le sport. Je suis en train de penser et puis j'ai lu un article du IndyStar par Nathan Brown. Je pense que tous les efforts que Michael Andretti a fait pour mousser sa candidature auprès de la FIA et auprès principalement de la FOM, c'était peut-être la méthode qui a énervé
la Formule 1, mais surtout Greg Maffei, qui est le big boss de Liberty Media, qui était, parce qu'il est maintenant parti. Je suis en train de penser que finalement, c'était plus un beef entre Andretti et Maffei que plus un beef entre Andretti et Liberty Media dans son ensemble. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est certain que je pense que tu as quand même bien résumé la situation dans son ensemble. Maintenant, moi, je serais quand même curieux de savoir quel est le rôle de Michael Andretti aujourd'hui, parce qu'on se rappellera qu'en septembre dernier, j'ai retrouvé le communiqué là, qui avait été publié par les deux sociétés quand Michael Andretti avait quitté son poste. Mais bon, la gestion a donné à Daniel Torres, qui est un grand PDG là, d'une société d'assurance aux États-Unis, qui sponsorise plusieurs pilotes, dont Colton Herta. C'est pour ça que on n'entrera pas là-dedans, mais il y a beaucoup, beaucoup de rumeurs concernant Colton Herta avec cette équipe. Mais somme toute, on mentionnait dans le communiqué que Michael allait rester engagé et servir de genre de conseiller stratégique slash un petit peu un ambassadeur clé. Donc, moi, c'est vraiment là où le nom Andretti n'est pas là. Mais lorsque des portes closes, à l'intérieur des portes closes, quel sera le rôle de Michael Andretti? Est-ce que un jour il aura un poste plus public, disons? C'est dans la construction de cette hiérarchie qui m'intéresse beaucoup et qui tend à penser que, d'après moi, quelques années après l'entrée là, de cette écurie, peut-être que Michael Andretti pourrait avoir un rôle plus important qu'on le croit. Là. Moi, je ne pense pas qu'il va avoir d'ici 2026 et même au-delà, je ne pense pas qu'il va avoir un rôle là-dedans. Enfin, on verra, mais je sais qu'il y a déjà Pat Simmons impliqué dans l'équipe Andretti, dans l'usine de Silverstone, mais moi, personnellement, avec tout le brouhaha qu'il y a eu les disputes publiques entre Liberty Media et Michael Andretti, je pense que ça va jeter. Mon impression, c'est que ça pourrait jeter un froid, le fait qu'Andretti arrive en, dans un rôle exécutif avec Cadillac. Et c'est comme s'ils utilisaient ça pour faire un doigt d'honneur à Liberty Media plutôt que d'essayer de dire, ah ben, on a une équipe américaine, un nom américain, une marque qui veut s'impliquer en Formule 1. Et oui, les installations appartiennent à Andretti Global, entre autres celle de Silverstone, où la conception principale de la voiture sera. Mais je vois mal Michael Andretti, du moins dans un futur proche, être impliqué dans cette 11e équipe. Je suis plus de côté de Adu. Mais yo pense qu'ils sont impliqués derrière, pas publiquement, mais de toute façon, je veux pas que les, 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 euh, les refus, c'est ce que me tracasse, c'est que les refus étaient plus de côté des équipes. Parce que je pense que Liberty et la FIA ont bien ouvert la porte. Ils voulaient une nouvelle équipe. Mais quand ils s'étaient refusés, c'est plutôt les équipes. L'attente n'était pas faite et il y avait le droit de contester. Donc, moi, de ce côté-là, je vois pas pourquoi ils s'impliqueraient pas, mais ils sont quand même derrière. C'est eux qui ont fait la fabrique à Silverstone, c'est comme si à GM, Cadillac, il aurait pris comme ça déjà comme était à Andretti, ils ont corrigé des choses et ont convaincu les équipes. Parce que à la fin, c'est les équipes qui devaient accepter une nouvelle équipe. Donc,
on attend l'accord de la Concorde, qu'est-ce qui s'était dit, qu'est-ce qui va se passer en 2026. Mais moi, je pense que des côtés Liberty, peut-être il y a quelque chose, mais c'était les équipes qui refusaient. Ben, ça revient pour ce qui est des équipes, je pense que ça revient à ce qui était évoqué par la BBC, le 450 millions de frais d'entrée, parce que à la base, c'était mis à 200 millions de dollars US sous l'accord commercial actuel. Mais ce 200 millions va prendre fin à la fin de l'année 2025. Donc, pour 2026, on parle probablement de tripler, quadrupler la valeur d'entrée pour justement faire en sorte que les équipes aient un peu plus d'argent pour recouvrir les pertes du prize money. Et là, on parle de 450 millions. Donc, peut-être que c'est ça qui a joué en la faveur de l'entrée de GM/Cadillac. Donc, je pense que là-dessus, pour les équipes, je pense que c'était plus une question monétaire, financière que compétitive. Alors, je pense que si c'est bel et bien vrai ce que la BBC dit, puis je les crois, Andrew Benson est le journaliste, mais moi je suis juste on est juste des amateurs de salon, désolé de le dire ainsi. Mais si c'est vrai que c'est 450 millions, ben pour moi ça me semble être un compromis entre le 200 puis potentiellement ce qui pourrait tripler d'ici le début de l'année 2026. Alors, ça, au moins, c'est une bonne chose pour moi que ce 450 millions avec antidilution ait été négocié et que les équipes aient trouvé, si c'est le cas, aient dit oui. Donc, mais je veux juste revenir, en fait, sur le beef entre Michael Andretti et puis la FOM. Puis, on s'entend, c'est pas la première fois que Michael Andretti ou Michael essaye d'avoir une porte d'entrée vers la Formule 1. Parce que, oui, il y a eu l'entrée rejetée en début d'année avec la FOM qui a quand même laissé une porte ouverte pour 2028 quand General Motors aura un moteur prêt pour 2028 ou 2029, c'est selon. Comme ça, ils vont pouvoir repostuler à nouveau. Mais vous vous souvenez probablement de la fois où ils ont tenté de racheter Sauber pour justement avoir ce partenariat pour, disons, avoir cette ouverture vers la Formule 1 comme équipe déjà existante, mais, disons, rebadger Andretti. Je ne sais pas si vous vous souveniez de cela. C'était il y a quoi, 2 ans et demi à peu près. Puis, il y avait eu... C'est ça. Donc, ça, c'était pas la première. Ce n'était pas la première fois, en plus. Et Michael a été assez souvent dans certains Grands Prix, entre autres au Grand Prix de Miami pour la première fois en 2022, justement pour mousser sa candidature auprès de Liberty Media, auprès de la FOM. Et puis, je sais pas si vous vous souvenez, puis c'était des propos de Mario Andretti, justement, qui avait dit que Greg Maffei avait dit « Moi, je ne veux pas une équipe de Michael Andretti dans mon sport. » Je pense que c'est là où ça a joué. Je sais pas si le beef était devenu personnel ou tout simplement professionnel, mais je trouve ça ironique que premièrement, Michael n'est plus là. Deuxièmement, Greg Maffei n'est plus là.
C'est Les ça. deux ne sont plus là. Et là, on arrive finalement à trouver une entente. Donc, c'est pour ça que je me dis, ben peut-être que le problème, c'était pas entre Andretti et la marque en tant que, et les détenteurs des droits commerciaux, c'était peut-être Andretti, puis un individu, en quelque sorte. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cela, Anna Maria? Qu'est-ce qui est pour dire? Ben, peut-être il y a quelque chose, mais il faut pas oublier que oui, il y a Michael comme on dirait porte-parole qui il poussait pour avoir une équipe, mais en fait c'est son fils qui a mené le projet, pas lui, littéralement. C'est c'est Marco, si je me trompe pas, et c'est son fils qui essayait d'avoir l'équipe parce que c'est lui qui dirigeait. Michael y agit en tant que, comme Manon, en tant que ambassadeur. Euh, et je pense que c'est là. Il y avait des gens qui me disaient des fois, mais c'est parce que son projet il était pas assez solide. Il était pas assez solide. Il n'y avait pas non plus les garanties suffisantes derrière. C'est comme, c'est ça, c'est comme quand Stroll il amène son projet le monde disait pourquoi il est donne, mais parce qu'il a présenté quelque chose bien structuré et bien, euh, comment se dit, avec un groupe qui soutenait financièrement aussi. Et ça, c'est très important pour la Formule 1. Ils ne voulaient pas une équipe qui est un peu improvisée, qui arrive, que ben, tout le monde aime parce qu'on connaît les noms, mais que à la fin, il n'y avait pas la solidité pour rester et qu'après 2 années, euh, il allait partir et en plus, il voulait que les frais comment ça se dit, les frais pour l'arrivée d'une nouvelle équipe, que soit pas beaucoup. En fait, il voulait rentrer gratuit, c'est ça. Parce qu'il disait que le nom Andretti il amenait beaucoup à la Formule 1, donc ce serait comme les passe-money. Mais tu vois, et c'est ça que j'ai trouvé assez Ouais. intéressant. C'est la persistance Mm. du groupe Andretti, ou bien de Michael, devrais-je dire. Tu vois, ils se sont fait dire non, vous ne pouvez Ouais. pas rentrer pour 2026, mais ils continuent à embaucher du monde, à finaliser l'usine à Silverstone. Finalement, l'impression que j'ai, c'est quand tu te fais dire non par la personne que tu aimes, tu te fais rejeter, mais tu continues à prouver pourquoi la personne avait tort de te rejeter, seulement pour te rendre compte que peut-être que c'était toi le problème. Ça ressemble pas mal à ça, je trouve. Et là, le pire, c'est que, en quelque sorte, ça fonctionne, mais d'une autre manière. Sauf que c'est plus la même personne, là. Là, c'est plus Michael qui est en charge de tout ça. Ce sont deux autres personnes. Ben, c'est Dan Torres qui s'occupe du projet. Ce n'est plus le nom Andretti qui est là, même si les installations ont été construites par Andretti. Donc, c'est ça. Et en plus, même, ils ont fait des travaux aérodynamiques en Allemagne en utilisant la soufflerie de Toyota. D'autant plus que je pense qu'ils ne commencent pas à travailler sur le projet, sur l'aspect aérodynamique pour 2026 à partir du 1er janvier 2025. Donc, tu sais, eux, ils sont prêts. Maintenant, ça revient aussi et ça revient toujours à la question, est-ce que ça veut dire qu'ils vont être compétitifs dès le début? On ne le sait pas. Donc, je puis, tu sais, je pense que quand je me réécoute, entre guillemets, comparé au podcast qu'on avait fait en début d'année sur le sujet,
plus le temps a passé, plus je me dis, ben, c'était peut-être une question d'ego plutôt que de volonté. Je Mhm. sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Marc-André? Ouais. Ouais, je pense que oui. Puis, tu sais, je pense que notre opinion en janvier était un petit peu biaisée aussi par le fait qu'il nous manquait clairement des infos, ou du moins des informations qui sont venues par la suite. Puis, tu sais, j'aime faire la comparaison. Tu sais, le monde de la Formule 1, c'est un petit monde. Très petit. Faut que tu fasses attention à qui tu, tu déranges ou qui ne t'aime pas, disons. Puis je fais souvent la comparaison, par exemple, avec la NFL. Si le groupe de propriétaires, si, je sais pas moi, Tom Brady veut s'acheter une équipe, puis que les 30 propriétaires veulent pas, ben il rentrera pas. C'est tout simplement ça, et il rentrera tout simplement pas. Donc, c'est un petit peu la même pratique ici. C'est juste que j'ai l'impression que la FOM a peut-être a beaucoup de pouvoir quand même dans tout ça, là, d'accorder le, le- l'équipe ou non. Mais il faut que tu fasses attention à ton réseau et à qui tu déranges. Et actuellement, effectivement, Michael Andretti ne s'est jamais gêné pour critiquer, pousser son projet avec beaucoup d'ego, effectivement. Et oui, peut-être que c'est plus un projet d'ego que d'autres choses. Je pense que tu as peut-être touché là, la corde sensible dans tout ça. Là. Et maintenant, je veux passer à un autre point parce qu'on parle beaucoup sur l'aspect Cadillac GM Andretti-ish, mais du côté de la FOM, parce que quand même, il y a eu des. Parce qu'il y a eu des. Je pense, 2020. Avril 2000, jusqu'en avril 2022 ou juin 2022, il y a eu des, une période d'ouverture de candidature pour intégrer la Formule 1 à partir de 2026 par la FIA. Il y a eu des candidats qui ont qui ont malheureusement été refusés par la FIA déjà en partant sur la présélection. Ensuite, elle a accepté la candidature du partenariat Andretti-Cadillac, qui ensuite a été rejeté par la FOM, qui a le dernier mot, en fait. Mais là, au final, c'est, disons, un changement de veste. Parce que on parle beaucoup du fait, c'est cool de voir un Cadillac en Formule 1, mais c'est surtout le fait d'avoir la FOM, Liberty Media, qui a dû changer d'idée. Et ça, je trouve que c'est quand même quelque chose que peut-être qu'on parle. Et je vais dire, je suis pas expert là-dedans. Je ne veux pas très entrer dans les détails. Donc, je me fie à ce que j'ai lu via les experts, entre autres un texte de Race Fans qui amène sur le sujet, mais l'enquête du Department of Justice des États-Unis en nous euh, et le fait qu'ils aient refusé justement euh, l'entrée de Andretti Cadillac, ça a été jusqu'au département de justice. Déjà, il y a pour Liberty Media, c'est un autre problème légal, surtout avec l'acquisition des droits commerciaux de la MotoGP, dû au fait que Liberty Media aussi détient des parts dans des compagnies comme Ticketmaster, les mots arc, je déteste Ticketmaster, mais je suis obligé de faire avec, et Live Nation. Donc, tout ça aussi, c'est un peu tout ça aussi, c'est un mot de tête pour la FOM. Donc, je sais pas si est-ce que vous rejoignez l'idée que peut-être il y a eu une implication du département de la justice des États-Unis ou c'est juste autre chose selon vous? Ah, je sais pas. C'est ce que je disais depuis le début, mais ça m'a surpris qu'après autant de refus, parce que c'était pas la FIA, toujours à l'endemain, c'est que volte-face, on accepte, oui, le nom Andretti est pas là, mais
En principio, c'était pas solo le problème, c'était la répartition pour les équipes parce qu'ils disaient on perd des revenus. Donc, une nouvelle équipe, même je me rappelle de Monsieur Stroll, Lawrence Stroll, qui disait que lui avait protesté contre ça, il voulait pas une nouvelle équipe parce qu'il disait que ça dévalorisait un peu ce qu'ils ont construit jusqu'à maintenant que la Formule 1 était en pleine effervescence. Donc, il disait ça, une nouvelle équipe, il va faire comme on dit, quand il y en a beaucoup, la qualité c'est moins. Donc, c'est ça qui m'a surpris. Je dis, peut-être c'est les chiffres parce que les équipes ils voulaient pas manquer de l'argent, surtout maintenant que la F1 il monte, il monte, il monte, il monte. Donc, euh, c'est moi on tourne rond, mais c'est la négociation qu'on fait les équipes souvent et on en fait quelque chose pour que au moins et on dit ok l'entrée ça coûte 400 millions et j'ai dit ok selon moi c'est ça parce que on peut pas changer d'idée oui il y a les paroles, il y a les refus, mais c'était surtout des côtés financiers. On a vu des boss d'équipe parler en public, à sortir des communiqués, il y avait Lawrence Stroll, il y avait Toto Wolff, il y avait Horner, c'était les équipes qui ont fait la sortie publique. Oui, ils voulaient d'autres, ils voulaient avant de nouvelles équipes, mais ils voulaient pas perdre de l'argent. Marc-André? Ouais, je pense que vous apportez de bons points, dans le sens que, écoute, Cadillac, GM, on en a parlé beaucoup, reste une candidature très intéressante pour la suite des choses. Euh, Puis, tu sais, si je ramène, je trouve que Cadillac, GM vont amener justement et je le répète, cette crédibilité pour la suite des choses, pour le marché américain. Qui est très dur à percer. Hein. Il faut pas pour rien en ce moment qu'il y a 3 grands prix. Liberty Media pousse énormément pour que cet intérêt qu'ils ont réussi à générer par Netflix, par des efforts très importants, euh, commence à avoir des résultats. Et déjà, on le perçoit, mais je pense qu'ils veulent subtilement ou pas du tout réussir à maintenir cet intérêt sur 10, 15, 20 ans, au moins pour à long terme. Et j'ai l'impression vraiment que quand ils ont regardé la candidature, ils se sont dit, ben regarde, là, c'est pas Andretti, là, c'est, c'est autre chose. On est ailleurs. On amène du moins publiquement, une image peut-être différente qui est peut-être plus apprécié par la FOM, mais surtout les multimédias qui vont pouvoir promouvoir peut-être un petit peu mieux la candidature. Parce que il y a aussi le truc, c'est que quand on parle de la candidature Andretti Cadillac, et encore une fois, je reviens au rejet de janvier 2024, je pense que le truc, c'est que la F1, ben en fait, Liberty Media voulait plus un manufacturier américain comme General Motors, parce que déjà, il y aura Ford via l'entremise de Red Bull pour la motorisation comme motoriste, mais comme équipe proprement dite, c'est une occasion en or pour la Formule 1, comme tu le dis, Marc-André, qui cherche à accroître sa popularité aux États-Unis et qui le fait très bien d'ailleurs. Alors, le fait d'avoir un constructeur aussi, un groupe de constructeurs
aussi populaire que General Motors, et Cadillac qui est déjà impliqué dans le championnat du monde d'endurance avec son projet d'hypercar et en IMSA. Et d'ailleurs, magnifique son que vous pouvez entendre à l'intro d'ailleurs, by the way. Et aussi Chevrolet qui fait très bien avec sa Corvette GT3. General Motors n'est pas un groupe de compagnie, un groupe qui n'est pas familier avec le sport automobile. A beaucoup de succès. On connaît aussi les succès de Ford avec son moteur DFV qui a été un des moteurs les plus victorieux dans l'histoire de la Formule 1, même s'il y a eu un impact avec Cosworth. Donc, je pense que la Formule 1 et les États-Unis vont vraiment de pair depuis l'arrivée de Liberty Media. Alors, le fait de vouloir embarquer dans tout cet intérêt américain, c'est nécessaire pour que le sport soit populaire sur une base globale. Parce qu'elle est déjà. Il y a une très bonne base en Europe, mais aux États-Unis, c'est ce qu'il manquait. Et c'est probablement, juste un petit aparté, ce qu'ils veulent faire aussi avec la MotoGP, parce que c'est très populaire en Europe, ça l'est beaucoup moins aux États-Unis, même s'il y a un Grand Prix des Amériques à Austin. Alors, donc peut-être ce changement d'idée, c'est plus parce que la FOM, la F1, était plus intéressée à en fait, a tout simplement arrêté son... je voulais dire... elle voulait tout simplement... voyons, je vais la voir. Elle était plus intéressée à General Motors, à General Motors qu'une équipe Andretti. Clairement, puis C'était plus... ben, C'est ça, vas-y, continue. Ben, en fait, ce que je voulais apporter aussi, c'est est-ce que le départ de Renault a pu fait accélérer justement ces étapes à amener justement cette nouvelle équipe, mais surtout ce nouveau motoriste parce que là, le nombre de motoristes venait de réduire de 1 et on sait à quel point c'est important pour la Formule 1 d'avoir le plus grand nombre de motoristes. Ça ajoute à la crédibilité, encore une fois, de tout ça et à l'éventail de possibilités et de choses qui peuvent arriver durant une saison en cas de mauvais moteur ou tout ça. Donc, je me demande si tout ça, bon, de toute façon, on s'entend que ce n'est pas interrelié, mais je me questionne quand même à savoir si tout ça aurait pu avoir un lien. Ouais, exact. Et je veux terminer là-dessus. On va essayer de rétablir la communication avec Anna Maria en attendant. Marc-André, tu avais posé une question super importante dans notre conversation privée, dans notre chat. Je te laisse, je te laisse la parole. Ouais, mais tu sais, en 2026, on va avoir Audi, on va avoir GM Cadillac. Je me suis juste demandé, tu sais, parce que quand il y a une nouvelle écurie, on l'a vu avec Haas, il y a un mini phénomène où il y a des personnes qui quittent l'écurie auquel il avait un certain attachement pour se rattacher à une nouvelle écurie. Maintenant, on va en avoir deux. Bon, Sauber devient Audi, là, fait que c'est un projet, une poursuite d'un projet. Mais est-ce que vous croyez, mais là, je pense qu'Anna Maria n'est pas là, mais est-ce que vous croyez qu'Audi aura une meilleure popularité que GM Cadillac? J'ai l'impression que Audi est la marque européenne qui va venir vraiment, qui va avoir un grand intérêt justement en Europe, mais je me demande si la popularité chez les Américains pourrait pas nécessairement se retourner vers GM Cadillac, mais surtout, quel sera aussi l'impact sur Haas qui perdent un peu le monopole américain, là. Ben, moi, je vais répondre premièrement à la deuxième question de Marc-André concernant Haas. Je pense que il y a
de la place pour 2 équipes américaines. Il y a de la place puis j'avais dit la même chose à Julien qui avait participé à la conversation hier. Moi, je pense que 2 équipes américaines peuvent subsister à la Formule 1 et je maintiens, c'est très tôt pour le dire. Et je pense que le problème avec Haas, c'était, j'ai un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, la biographie de Gunther Steiner, mais ça, c'est un autre point. Je pense que c'est vrai que Cadillac, parce que c'est une marque qui est énormément connue aux États-Unis, mais qui est aussi connue assez globalement comme Audi, et d'autant plus que on parlait justement d'intérêt. Le nerf de la guerre est toujours en Europe, mais si tu vas aller chercher de nouveaux fans, ça va être aux États-Unis, et c'est avec l'arrivée d'une marque comme Cadillac, même si c'est vrai, et je suis d'accord avec ce que Jean-Sébastien avait dit, ça fait un peu le charme de mon oncle, malgré le fait que la Cadillac, elle est belle, c'est l'hypercar. Mais si tu vas aller chercher de nouveaux fans, probablement ça va être peut-être avec Cadillac que tu vas le faire plutôt qu'avec Audi, très honnêtement. Ouais. Je sais que il était temps que Audi se joigne à la Formule 1, même s'ils ont eu la brillante idée de tuer des projets de course comme par exemple justement ce matin au moment d'enregistrer, la dernière GT3 a été vendue. Donc, ils n'en feront plus parce qu'ils ont décidé de jeter leur dévolu sur la Formule 1. Tandis que Cadillac a leur voiture hypercar en IMSA et en championnat du monde d'endurance et maintenant en Formule 1. Donc, moi, je pense que Cadillac peut aller chercher un attrait beaucoup plus populaire. Et on ne rentrera pas dans la discussion des pilotes parce que je ne sais pas si ils vont garder le désir de Michael Andretti d'avoir un pilote américain, mais je ne veux pas embarquer là-dedans. C'est beaucoup trop tôt. Là-dessus, c'est beaucoup trop tôt pour parler de qui va être là. Par contre, là, et je pense que je peux rejoindre le point que Julien avait amené, et je le cite. Je suis un commanditaire américain et je vais avoir une visibilité en Formule 1. Son nouveau président, qui va commencer son terme en 2025, malheureusement, il est ultra protectionniste. Il a le choix entre une écurie purement américaine ou un brand américain rattaché à l'Italie. Qui va choisir? Probablement Cadillac. Là-dessus, je suis d'accord avec lui. Ouais. Et pour le point de Haas, il dit qu'il a 3 choix. Soit se dissocier de Maranello et s'entendre avec Cadillac ou Ford pour sa motorisation. Donc, Cadillac probablement d'ici 2028 et 2029. D'ailleurs, je pense que le partenariat avec Ferrari se termine à ce moment-là. Mm-hmm. Développer sa propre motorisation, on s'entend que ça n'arrivera jamais. Ou vendre. Mais ça, personnellement, tant qu'on ne connaît pas les plans clairs de Gene Haas, je ne pense pas que Haas va vendre son équipe. Je sais que ça a été souvent la risée depuis qu'on a dit « Ah, mais pourquoi Haas est en Formule 1 avec toutes les histoires de commanditaires shady comme cette pseudo-boisson énergisante ce commanditaire russe avec ce pilote qui a pris sa retraite. Merci, bonsoir, il a pris sa retraite. Mais ça reste une équipe de Formule 1 quand même qui est pas là pour remplir les chiffres ou tout ça. Là. Elle veut gagner. Elle veut gagner. Gene Haas n'a pas dépensé de l'argent pour être figurant. Là. C'est juste les opérations ne vont pas aussi bien. Puis ça peut arriver avec Cadillac si... On dit oui, ils sont déjà préparés, ils sont ambitieux avec avec un moteur, avec l'arrivée d'un moteur, des infrastructures qui vont être déjà prêtes à certains endroits aux États-Unis puis à Silverstone. Mais qui dit que
dans les 3 premières années, là, ça va être la catastrophe. Là. On s'entend, ça va pas être comme la 6e place de Romain Grosjean au Grand Prix d'Australie 2016, certes aidé par le drapeau rouge, là, mais ça peut arriver, comprenons-nous bien, mais faut pas mettre tout de suite la barre haute, là, comme ce que Jaguar a fait. That's it. Ouais, puis je pense que ce qui va être intéressant aussi, c'est moi j'ai hâte de voir aussi l'impact tout simplement sur la marque de Cadillac. Est-ce qu'ils vont être capables par cette image de Formule 1, de cette image de vitesse, cette image de nouveauté, réussir à aller chercher à rajeunir tout simplement la marque comme l'ont fait un peu Mercedes à l'époque. Lors de leur entrée un petit peu plus dans le monde automobile, j'ai l'impression que l'opinion chez les jeunes et l'opinion chez tout simplement la première tranche d'âge qui s'achète une voiture a réussi quand même à aller chercher par les championnats, tout ça, un certain rajeunissement et un intérêt plus grand. J'ai hâte de voir si cet impact-là pourrait avoir lieu chez Cadillac. Puis après tout, on regarde la suite des choses aussi pour Haas. Moi, je pense que ce qui est vraiment bon pour la Formule 1 et par le fait même pour Haas, c'est que maintenant, ils sont pas seuls sur leur domaine, ils ont plus le monopole et ça va leur forcer d'avoir un plan de match efficace, un plan de match qui tient la route, mais surtout un plan de match qui va leur permettre de faire une avancée vers l'avant parce que tu peux plus te permettre de dire je suis la seule écurie américaine. Tu vas en avoir une autre qui va te pousser dans le dos. Puis ça se peut très bien que en un claquement de doigts, tout le travail que tu as accompli avec des futurs partenaires ou tout ça, simplement elles se retournent et se disent non, nous on embarque plus dans le projet de GM Cadillac, plus de crédibilité, plus de gros noms et on n'embarque pas dans les pilotes, mais ça aussi, ça va avoir un impact important. Est-ce que ça va pousser Haas à revoir sa stratégie de pilote? J'ai très hâte de voir tout ce qui pourrait avoir comme impact cette arrivée de cette nouvelle écurie. Très bien dit, et je pense que c'est un bon... Anna-Maria, est-ce que tu veux ajouter un dernier point rapidement comme mot de la fin? OK. Parfait. Donc, c'est ce qui va c'est ce qui conclut cet épisode du Bulletin GP sur l'arrivée de GM/Cadillac en Formule 1 dès 2026. Donc, est-ce que vous avez hâte à l'arrivée de Caddy en F1? Laissez-nous le savoir. On est disponible sur toutes vos plateformes de podcast préférées, Spotify, Apple Podcasts et partout où le Bulletin GP est disponible, sauf sur YouTube pour le moment. Il y a l'émission d'après-course du Grand Prix préféré de Jean-Sébastien Barbeau, le Grand Prix du Qatar, qui sera disponible dimanche dans la soirée. Oui, il reste 2 Grands Prix. Après, ce sont les grandes vacances. Et donc, ce sera l'après-course dimanche en soirée. J'ai aussi écrit des textes sur le compte Substack, donc lebulletingp.substack.com. Le dernier étant sur cette magnifique guerre entre le Grand Prix Drivers Association, la GPDA, et la FIA, ou principalement Mohamed Ben Sulayem. Donc, c'est disponible. Et j'ai aussi parlé du changement de date du Grand Prix du Canada de juin à mai. Donc, c'est disponible sur ce magnifique compte Substack. Et évidemment, il y a le groupe Facebook La Ferrée de Place où vous pouvez parler de Formule 1 ou de course automobile, sans oublier le Facebook, Twitter et le compte Blue Sky du Bulletin GP. Alors, Anna-Maria, Marc-André, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à toi, Abdou. Donc, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le Bulletin GP. Faites attention à vous, portez-vous bien et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, salut tout le monde et à la prochaine. Salut à tous.